Depuis plusieurs numéros, Vue du banc vous fait partager la vie du métier d'entraîneur de rugby, qu'il soit manager, entraîneur spécifique, préparateur physique ou encore analyste rugby. Un métier qui, comme tous les métiers dans le sport de haut niveau, est confronté aux résultats, on le sait, mais aussi à la concurrence et à la durée des contrats. Du jour au lendemain, en effet, et ça n'est un secret pour personne, l'entraîneur peut voir son contrat rompu, pas renouvelé, et par conséquent se retrouver sans club. Les témoignages que vous allez entendre dans ce podcast font état de cette situation souvent bouleversante. Jean-Baptiste Elissalde est notre premier témoin. Vous connaissez le joueur international, champion de France et d'Europe avec le Stade Toulousain et dans la foulée, un premier poste d'entraîneur chez les Rouges et Noirs, puis dans le 15 de France. C'est à Montpellier qu'il atterrit en 2020 sous les ordres de Philippe Saint-André. La suite, c'est le Rochelais qui nous la raconte en mode anatomie d'une chute. La chute, ça a été que je suis allé dans un club que je ne connaissais pas du tout, Montpellier, que je m'y suis investi à 100% et même plus, que Philippe Saint-André m'a donné de fortes prérogatives alors sur le terrain, mais aussi un peu en dehors, c'est-à-dire pour aller voir ce qui se passait à la formation. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Alors c'est peut-être de ma faute aussi un petit peu, je me suis peut-être dispersé. Mais on a écrit beaucoup, on a mis en place beaucoup de choses pour la formation là-bas, parce que c'était quasiment obligatoire de travailler en amont pour avoir un peu plus de joueurs formés au club au vu des contraintes du salary cap. Donc j'y ai passé un temps fou, des nombres d'heures incalculables par passion comme d'habitude. Quand ça s'est fini, on s'attend pas forcément des remerciements, mais voilà, j'avais même prévu, je leur avais dit si ça marche plus au niveau professionnel, enfin avec l'équipe pro, je peux rester dans le club pour continuer à faire ce qu'on a fait avec Johan Godulot et les autres. Tout s'est arrêté d'un coup. Une belle chute sur le moment, sachant qu'en plus, en 3 ans, on avait gagné 2 titres. Très fier de les gagner avec Toulouse, les titres en tant qu'entraîneur, mais tout le monde me disait ouais, mais avec Toulouse, c'est facile. Et là, le fait d'en gagner un avec Montpellier, c'était quelque chose de bien. Et puis on avait gagné la petite Coupe d'Europe juste avant, donc voilà, on pensait s'être acheté entre guillemets un peu de crédit et de pouvoir travailler dans la durée, mais en fait, tu t'aperçois que ça fonctionne pas comme ça. Je sentais que il y avait des bruits qui couraient. En général, quand ces bruits courent, il n'y a pas de fumée sans feu, et donc j'ai reçu un mail et que j'étais en vacances. En attendant le reste, voilà. C'est quoi qui s'installe? La peur du vide? Non. Moi, j'ai une famille un peu particulière, j'ai un enfant différent, donc je relativise beaucoup de choses. Je suis aussi sûr de ce que je sais, de ce que j'ai fait, de ce que je vais faire un jour encore. Les premiers temps, c'est voir la vie du bon côté, de dire tous les week-ends que je passe pas en famille d'habitude, toutes ces heures que tu passes au stade, sur les terrains ou devant ton ordinateur à la vidéo, et ben là je vais les consacrer à ma famille et donc à mes 2 enfants et plus particulièrement au grand donc qui a des difficultés, et à ma femme. Et en fait, on a vécu des moments très bien, très relaxants, et on les vit encore. On est rentré sur La Rochelle, mais ça change rien, c'est juste le climat qui change un peu en effet. Mais j'ai pas encore et ce jour-là ressenti de vide. J'ai ressenti une sorte de soulagement et un peu de frustration. Voilà, la frustration d'avoir mis des choses en place et de pas aller au bout, et puis le soulagement de me dire allez, je vais souffler un petit peu, ça va me faire du bien, je vais profiter de ce moment-là pour passer du temps avec ma famille, parce que c'est vrai que quand on est entraîneur, comme je te dis, c'est chronophage. Et tu as tout de même essayé de garder un contact avec le terrain? oui, il y a le manque du rugby, mais j'arrive à le retrouver ailleurs, puisque j'aide les petits éducateurs d'un club à côté de La Rochelle en junior, j'aide aussi ceux de la petite équipe première dans un petit club à côté de La Rochelle. Donc je parle rugby avec les médias, avec l'équipe en l'occurrence, quand il y a les matchs de l'équipe de France ou de la Coupe d'Europe. Et je parle beaucoup de rugby, moi, entre guillemets, avec mon cahier, parce que je regarde tous les matchs, je prends des notes, et je sais que si un jour ça revient, je serai prêt et encore meilleur. Faut pas lâcher. Et puis, mais c'est là où je suis peut-être pas très très bon, c'est que je suis pas un très fin communicant, et que j'ai peut-être pas le carnet d'adresses assez rempli, ou je sais pas envoyer le texto qu'il faut à la personne qu'il faut au moment qu'il faut pour vite retrouver quelque chose. En plus, il faut avoir pas mal de relations pour rebondir très vite dans ce milieu-là, parce que c'est beaucoup de bouche-oreille, je sais que mon copain il est libre là, on va faire ça. Voilà, bon, moi je suis pas trop là-dedans, donc j'attends. Le jour où ça reviendra, je serai prêt. Un autre vécu, celui de Philippe Gardan, qui à 46 ans vient de boucler 10 saisons en top 14 en tant que directeur de la performance
5 ans à la SM, suivi d'un contrat de 5 ans à La Rochelle. La Rochelle qu'il a dû quitter en juin 2024. Et pour tout dire, il ne s'y attendait pas vraiment. Au début, tu te dis que tu vois que ça peut arriver, mais tu te dis que ça arrive dans des situations particulières et ça arrivera aux autres bien avant que ça m'arrive à moi. En tout cas, c'était ce que je pensais au tout début. Après, j'ai bien vu qu'il y avait des coachs avec qui je travaillais qui n'ont pas fini les contrats, qui n'étaient pas renouvelés. Et c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, ça peut être la réalité pour moi comme pour les autres au final. Quand on est dans le sport professionnel, et moi je l'ai été en tant que joueur dans un autre sport, l'instabilité, elle est toujours là. On sait qu'elle marche avec un, les résultats, deux, les affinités des uns des autres, trois, des cycles. Et quand il y a un des trois éléments qui flanche, ou en tout cas c'est une fin de cycle ou quelque chose comme ça, ben, effectivement, on y passe. Donc oui, j'étais alerte que ça pouvait arriver. Voilà. Est-ce qu'on est prêt? Je sais pas. Et la réponse ne s'est pas fait attendre très longtemps. Après 5 ans de collaboration où on a eu des bons résultats, du coup, c'était la fin. Bah là, pour le coup, c'est la fin d'un cycle. Hein. J'ai eu une conversation avec le manager et le directeur sportif qui m'ont annoncé que l'entente s'arrêterait là à la fin de la 5e année. Quand la nouvelle tombe, ça fait quoi? Oh, en fait, c'est sûr que c'est plein d'interrogations, c'est de la remise en question. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent, dû faire quelque chose de différent? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que on essaye d'identifier et de comprendre? J'avoue que pour moi, c'était également probablement la meilleure manière de finir ce cycle de 5 ans sur lequel on a eu du succès, où j'ai eu beaucoup de bons liens, que ce soit dans le staff ou avec les joueurs, et avec qui on a pu travailler et gagner. Donc, ouais, c'est vrai que de toute façon, tu te remets en question et tu essayes de faire ton introspection, mais tu dois pas te flageller non plus. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le top 14, ça faisait 15 ans que j'étais préparateur physique dans divers sports et villes, diverses compétitions. J'avais pas eu de break entre la fin de ma carrière et ma transition de préparateur physique. Donc au final, je l'ai presque pris comme une opportunité de me concentrer sur la famille, une opportunité de développer mes qualités relationnelles, mais des formations professionnelles, d'aller voir comment les autres travaillaient dans d'autres sports, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, afin de développer mes compétences. Et du coup, prendre une année d'oxygénation plus qu'une année de pénalisation, je vais le dire comme ça. Dans ce podcast consacré aux entraîneurs entre guillemets au chômage, écoutons cet ancien gardien de but. Denis Troche est un ancien joueur et entraîneur de football qui, après sa carrière, s'est reconverti en 2009 dans la préparation mentale dans le sport de haut niveau, auprès des joueurs bien entendu, mais également des entraîneurs. À l'initiative de Tech 15, Denis Troche vient régulièrement rencontrer les entraîneurs de rugby sans club qui traversent, vous l'avez compris, une période compliquée. Il nous livre aujourd'hui son analyse sur le métier d'entraîneur. Le métier d'entraîneur est un métier exigeant, de plus en plus exigeant, où on demande une expertise hors norme avec des spécificités qui mettent les personnes dans des situations extrêmes de réussite. Et on se rend compte aujourd'hui que le monde du rugby est en relation directe avec celui du football, où les entraîneurs aujourd'hui dans le football ont une durée de vie dans un club en moyenne de 1 an. Il est nécessaire que les entraîneurs de rugby, quels qu'ils soient, prennent en considération que le fait d'être licencié fait partie intégrante de leur cursus professionnel. Arsène Wenger dit qu'un entraîneur d'équipe professionnelle vit les mêmes émotions qu'un enfant de 2 ans. Vous partagez son sentiment, Denis Troche ? Effectivement, les émotions, on les absorbe très tôt dans la vie. C'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous permet d'avancer, de prendre des initiatives, d'avoir peur, de reculer, de ne pas faire, de se mettre en colère, d'être heureux, d'être triste parfois. Donc toutes ces émotions sont exacerbées dans le monde du sport et notamment le sport de haut niveau. Et effectivement, si on prend le parallèle ou la comparaison avec un jeune enfant qui, lui, absorbe toutes les émotions pour pouvoir grandir, l'entraîneur de sport de haut niveau est tenu, lui, de mettre ses émotions à un niveau extrême pour pouvoir se sublimer,
de manière à tirer la quintessence de son potentiel. Oui, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous les rencontrez, ces entraîneurs sans club, vous leur dites d'abord qu'il faut apprendre à les maîtriser, ces émotions? Mais la première des choses, c'est vivre, accepter les émotions qui sont présentes. Et ensuite, il faut les gérer au moins mal. Alors, je leur dis qu'ils ont de la chance. Ça paraît peut-être paradoxal, mais c'est une chance aussi de ne pas être restés à un endroit où ils auraient pu nuire à leur santé physique et à leur intégrité. Très souvent, quand on est viré, c'est qu'on n'était pas forcément à l'instant T à notre place. Et plutôt que d'y rester à tout prix, il vaut mieux s'en sortir et rebondir et se refaire une petite santé pour pouvoir rebondir et aller voir ailleurs. Ce sont des signes. En règle générale, les entraîneurs sont ou ont été des sportifs de haut niveau, ont la capacité de pouvoir se sublimer, se surpasser, d'aller au-delà de ce que la personne lambda aurait pu faire, aller. Et eux, ils vont même parfois à l'encontre de leur sécurité, de leur santé. Et donc, parfois, le fait d'être licencié est une très bonne chose. Et je le dis haut et fort, c'est une très belle chose parce que ça permet de se remettre en question, même si c'est hyper délicat, hyper difficile et que je souhaite à personne de se faire licencier. Que recommanderiez-vous en priorité à ces entraîneurs de rugby dans cette situation? Quand on est entraîneur de haut niveau et notamment dans le rugby, on a tendance à s'investir à 200%, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à ça, on ne voit que ça, on ne parle que de ça, ou principalement de ça, parce qu'on veut surtout pas rater quelque chose qui pourrait nous mettre en porte-à-faux, ou mettre notre carrière, ou notre saison, ou notre match en porte-à-faux. Donc on fait des focus sans arrêt, et à un moment donné, il est bon de reprendre un petit peu de recul, de manière à pouvoir apprécier la vie, se ressourcer, se régénérer pour mieux rebondir derrière. La première chose qu'il est bon de faire, c'est de se dire comment je peux sécuriser ma vie, comment je peux me protéger. Et ensuite, on va agir de manière à ce que ce soit toujours pour quelque chose et non contre. Quand je fais une composition d'équipe, je le fais pour le club, pour l'équipe, pour le groupe, pour le résultat. Donc ça, et de cette façon-là, on évite les moments de frustration, les moments de colère ou les moments où on pourrait se sentir, se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de soi-même en faisant des mauvais choix. Donc l'idée, c'est vraiment se donner de bonnes raisons de penser ce qu'on pense. On se doit d'être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir avancer et rayonner, dégager de la chaleur, dégager de l'énergie pour que nos proches autour de nous soient dans les meilleures conditions et qu'on puisse leur transmettre les meilleures choses possibles. Donc oui, il est nécessaire d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on va mettre en application, de manière à rayonner et que ce rayonnement puisse servir aux gens qui nous aiment et que l'on aime. Et ça, c'est essentiel. On doit se protéger soi-même, protéger ses proches, c'est-à-dire sa famille, ses joueurs, son équipe, mais aussi son environnement, c'est-à-dire le club et toutes les personnes et même l'adversaire. C'est vraiment la protection qui est le mot d'ordre dans ce genre d'accompagnement de sportifs de haut niveau et notamment des entraîneurs. Après 17 ans passés au poste d'entraîneur en chef à Brive, Pau et Rouen, Nicolas Gaudignon est à la croisée des chemins. À l'été 2023, après avoir mis un terme à son contrat avec Rouen en Pro D2, ce spécialiste du jeu d'avant étudie les propositions de 2 clubs de Pro D2 ou bien se déciderait-il enfin à tenter une expérience à l'étranger, ce dont il rêve depuis longtemps. Les négociations traînant en longueur avec les 2 clubs, Nicolas choisit donc de s'expatrier, direction alors les États-Unis, dans le club de la Nouvelle-Orléans, dans la MLR, la Major League Rugby, le championnat américain, aux côtés des clubs de Chicago, Boston, Miami ou encore Washington. Et à l'entendre, son choix était plutôt le bon. J'ai aujourd'hui trouvé chaussures à mon pied parce que j'avais envie d'allier le rugby et l'expatriation. C'est pas facile. Alors, comme tout le monde, l'Angleterre est une destination intéressante, ou les îles Britanniques, ou alors l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est quand même un peu chasse gardée. Le Japon, plutôt compliqué. J'ai eu cette opportunité sur la MLR. Et donc après d'être venu, avoir été
avoir fait mes entretiens, etc., ça s'est concrétisé et aujourd'hui, je suis à la Nouvelle-Orléans depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est quand même très nouveau pour toi, je suppose. C'est nouveau et à la fois très enrichissant. Nouveau parce que tu es complètement dans des repères différents, une autre langue, dans un environnement que tu connais, le rugby, qui se pratique de manière un peu différente et qui aussi culturellement n'est pas vu de la même manière. Donc en fait, ça remet en question un peu ton apprentissage et tes repères culturels latins. Et tu es repositionné dans une façon de fonctionner que tu dois découvrir et que tu dois t'approprier. Donc, c'est le cas. Il y a moins de pression, je suppose, que le cœur du top 14. Complètement, il y a moins de pression sur ça, évidemment. Surtout que c'est un championnat où il n'y a pas de relégation. Donc, quand tu fais pas bien une année, pour autant, tu es déçu et les conséquences sont évidemment pas bonnes, mais comme dans tous les clubs, mais pour autant, tu es toujours dans la compétition majeure l'année d'après. Donc, ça peut te laisser du temps de préparer des projets comme on peut avoir aujourd'hui ici à la Nouvelle-Orléans, qui correspond à la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis. Donc, on a écrit et formalisé tout un projet et avec des étapes, avec des échéances et bien sûr des points d'évaluation et qui permettent de réajuster où tu en es dans ta vision et ton plan stratégique. Et voilà, donc, ça te permet de dire là peut-être pendant 2 ans on va pas être très compétitif, mais dans 3 ans peut-être. Vue du banc est terminée. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous mi-avril.